Cette semaine, plusieurs équilibres ont bougé en même temps. Un blocus sur le blocus a complètement fermé le détroit d'Ormuz. Une élection a mis fin à 16 ans de pouvoir d'un homme qui redéfinissait chaque semaine ce que l'Europe pouvait tolérer en son sein. Et un tribunal a condamné une entreprise pour avoir financé le terrorisme. Cette revue existe pour déchiffrer l'actualité. Chaque semaine, je traverse le monde comme on lit une carte à plusieurs couches, en cherchant ce que les faits indiquent. Si ce type de travail vous est utile, abonnez-vous maintenant. Ça prend 2 secondes et c'est la meilleure façon de soutenir un format qui mise sur la rigueur factuelle. Cette semaine, on va commencer par le détroit d'Ormuz et ce que le blocus américain révèle réellement sur l'état des négociations irano-américaines, puis s'arrêter sur le basculement politique en Hongrie et ses effets sur l'Europe. On traversera ensuite 3 dossiers de tension active, le Liban, l'Ukraine et l'Irlande, avant de terminer sur 5 sujets français et européens: la réforme pénale, la suppression des ZFE, la régularisation espagnole, la cession de SFR et le verdict Lafarge. 10 sujets, une semaine dense. On commence. Cette semaine, le détroit d'Ormuz est entré dans une zone d'incertitude que les marchés n'avaient pas anticipée. Après 21 heures de négociations à Islamabad, les 11 et 12 avril, les délégations iraniennes et américaines n'ont pas trouvé d'accord. Le lendemain, Donald Trump a annoncé un blocus des ports iraniens et du détroit d'Ormuz. Le vice-président Vance a formulé la chose de façon sèche, et je cite: l'Iran a choisi de ne pas accepter les termes américains. Le détroit d'Ormuz, c'est 20% du pétrole mondial qui transite par un couloir de quelques dizaines de kilomètres. Quand ce couloir est contesté, les effets se transmettent rapidement à l'ensemble des marchés énergétiques mondiaux. Le Pentagone déclare qu'aucun navire n'a traversé la zone sous blocus et que 6 navires marchands ont fait demi-tour. Mais des rapports cités dans les sources indiquent qu'un pétrolier chinois, le Rich Sari, aurait franchi le détroit. Ce point reste à confirmer. Parallèlement, les gardiens de la Révolution ont signalé une zone de 1400 km² potentiellement minée. La marine américaine a déployé 2 destroyers pour des missions anti-mines. Et le baril de pétrole a franchi le seuil de $100. Ce que ces éléments semblent indiquer, c'est moins une escalade militaire directe qu'un bras de fer sur la crédibilité du blocus. Une lecture possible de cette séquence est que les deux parties cherchent à tester la résistance de l'autre, avant l'expiration du cessez-le-feu, fixé au 21 avril. Trump a déclaré, et je cite: la guerre touche à sa fin. Mais cette formule peut être lue de plusieurs façons. Dans d'autres analyses de la chaîne, on a montré comment ce type de formule, entre déclaration de victoire et pression de négociation, accompagne souvent les phases les plus instables d'un bras de fer diplomatique, bien avant qu'une résolution soit réellement en vue. Ce qu'il faudra surveiller dans les jours qui viennent, c'est d'abord la conférence des pays non belligérants, coprésidée par Paris et Londres, prévue le vendredi 17 avril, et la question de savoir si une mission défensive dans le détroit peut se mettre en place avant l'expiration du cessez-le-feu. C'est une question qui reste entièrement ouverte. On passe maintenant de la mer d'Oman à Budapest, et c'est un basculement politique qui mérite qu'on s'y arrête. Dimanche 12 avril, les électeurs hongrois ont mis fin à 16 ans de règne de Viktor Orban. Le parti Fidesz a obtenu 38% des voix, soit 55 sièges sur 199. Le parti d'opposition TISA, dirigé par Péter Magyar, a obtenu 52% des suffrages et remporte la majorité constitutionnelle des 2 tiers. Le parti Mirazank complète le tableau avec 6% des voix et 6 sièges. Orban était Premier ministre depuis 2010, 16 ans sous une seule direction politique. Tout ce que la Hongrie est aujourd'hui, ses institutions, sa relation à l'Union européenne, sa politique étrangère, a été construit dans ce cadre. Bruxelles avait gelé des fonds européens destinés à la Hongrie sous la précédente mandature. La question du déblocage de ces fonds est maintenant posée. Mais la séquence diplomatique est plus complexe qu'un simple retour à la normale. Ursula von der Leyen a formulé une observation qui dépasse le cadre hongrois. Et je cite:
nous devrions passer à la majorité qualifiée au niveau de la politique extérieure. Cette déclaration, dans ce contexte, mérite d'être pesée avec prudence. Elle semble indiquer que le changement en Hongrie est perçu à Bruxelles comme une fenêtre pour avancer sur une réforme de gouvernance européenne plus large. Mais Peter Magyar lui-même a posé une limite explicite, en déclarant que la Hongrie ne prévoit pas d'adhésion accélérée à l'Union européenne. Ce que ces éléments semblent indiquer, c'est que la recomposition hongroise n'est pas simplement un retour dans le rang européen. C'est une reconfiguration plus complexe dont les contours restent à définir. C'est précisément le type de dynamique que cette revue cherche à suivre dans la durée. Les reconfigurations qui ne se lisent pas en un seul épisode, mais qui s'éclairent semaine après semaine. Ce qu'il faudra surveiller, c'est d'une part la dynamique de déblocage des fonds européens, et d'autre part la réparation annoncée de l'oléoduc Druzhba, prévue pour la fin du mois d'avril. Un signal concret sur la façon dont la Hongrie va repositionner ses dépendances énergétiques. Le lien entre la séquence iranienne et la situation au Liban n'est pas direct, mais il n'est pas absent non plus. Les deux dossiers impliquent Israël. Les deux impliquent des horizons de négociation sous tension temporelle. Depuis le 2 mars 2026, l'opération militaire israélienne au Liban a causé plus de 2000 décès et déplacé près d'1 million de personnes. Cette semaine, le 15 avril, une frappe a visé un véhicule près de Gaïa, au sud de Beyrouth. Des pourparlers directs entre Israël et le Liban ont débuté à Washington, sous médiation américaine. Israël demande le désarmement du Hezbollah et un accord de paix. Benjamin Netanyahou a formulé cette position explicitement, et je cite, « Nous voulons le désarmement du Hezbollah et nous voulons un véritable accord de paix qui tiendra des générations. » La position libanaise, exprimée par le président Joseph Aoun, est celle du retrait israélien du sud du Liban, avec redéploiement exclusif de l'armée libanaise aux frontières internationales. Ces deux positions définissent un écart de départ considérable. Ce que les faits semblent indiquer, c'est moins une avancée vers un accord qu'une mise en place des positions d'ouverture, avec une médiation américaine dont les contours restent à préciser. À noter que l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis a déclaré vouloir exclure la France de ces négociations, ce qui vient compliquer la posture de Paris, déjà coprésidente de la conférence sur le détroit d'Ormuz prévue vendredi. Et la suite est venue rapidement. Les négociations à Washington ont été interrompues après qu'Israël a refusé de discuter d'un calendrier de retrait. Le gouvernement libanais a suspendu sa participation aux pourparlers. Ce qu'il faudra surveiller, c'est si cette suspension est une posture de négociation ou le début d'une rupture plus durable. Et dans quel délai une médiation alternative pourrait tenter de reprendre le fil. Du Liban, on remonte vers un autre front, celui de l'économie ukrainienne, qui envoie des signaux qui méritent d'être lus attentivement. Les chiffres ici se suffisent presque à eux-mêmes. Au premier trimestre 2026, le déficit commercial de l'Ukraine s'est établi à 13 milliards de dollars. C'était 11 milliards l'année précédente. Les exportations d'acier, l'un des derniers moteurs industriels du pays, sont tombées sous le seuil d'1 milliard de dollars pour le trimestre. Et la hryvnia, la monnaie nationale, a atteint un taux de 53 pour un euro. Ces trois données prises ensemble ne sont pas spectaculaires en elles-mêmes. Elles sont le reflet d'une économie de guerre en compression progressive. Mais il y a un autre signal, plus difficile à quantifier. Des enquêtes de presse locale font état de tarifs de corruption pour échapper au recrutement militaire, allant de 1 500 à 12 000 dollars selon les situations. Ce chiffre ne peut pas être vérifié de façon indépendante, mais il est révélateur d'une tension sociale interne que les indicateurs macroéconomiques ne capturent pas. Ce que ces éléments semblent indiquer ensemble, c'est une fragilité croissante qui va conditionner la capacité du pays à tenir dans la durée, bien au-delà de la ligne de front qui est restée stable entre les secteurs de Dnipro et Soumy depuis le début de l'année. Un déblocage d'une tranche de prêt européen de 45 milliards de dollars est envisagé vers le 1er juillet, sous réserve de l'adoption de mesures d'austérité. C'est une échéance à surveiller.
elle dira quelque chose sur la capacité politique de Kiev à absorber une pression économique externe au moment même où la pression militaire reste forte. L'Irlande a connu cette semaine une forme de crise du quotidien à fort impact symbolique. Et elle s'inscrit dans une tension qu'on vient précisément de traverser avec le dossier ukrainien. D'un côté, une économie de guerre sous pression structurelle, de l'autre, une économie de paix qui craque sur le prix du carburant. Les deux signalent la même chose, la difficulté croissante des gouvernements à absorber les chocs énergétiques sans friction sociale directe. Le collectif People of Ireland a organisé des blocages de ports, d'axes routiers et de la raffinerie de Whitegate, qui fournit 40% du pétrole du pays à partir de la mi-avril. Le prix du diesel est passé de 1,70 € à 2,18 € le litre. Samedi 11 avril, 600 stations-service étaient en rupture de stock. Le gouvernement a annoncé le prolongement des exemptions de taxes et le report de la hausse de la taxe carbone de mai à octobre. Ce que ces éléments semblent indiquer, c'est un symptôme d'une tension plus large entre politique climatique et coût de la vie. Une tension que plusieurs gouvernements européens gèrent en ce moment sous pression sociale directe, comme on va le voir immédiatement avec la suppression des ZFE en France. Un vote de confiance a été annoncé au Parlement par le parti Sinn Féin, et le retour à la normale de l'approvisionnement est estimé sous 10 jours. En France, justement, 2 dossiers législatifs ont été adoptés cette semaine, et ils méritent d'être lus ensemble, parce qu'ils répondent tous les deux à des tensions accumulées que les gouvernements successifs n'ont pas résolues. Le premier concerne la réforme de la justice, adoptée par le Sénat le mardi 14 avril. Ce texte introduit la procédure de plaider coupable pour les crimes, avec une réduction de peine pouvant aller jusqu'aux 2/3 de la peine encourue en cas de reconnaissance des faits. Un second projet sur l'exécution des peines prévoit l'interdiction des matelas au sol dans les prisons. Ces 2 textes répondent à une réalité chiffrée difficile à ignorer. Voici les données brutes et elles méritent qu'on les laisse raisonner. Au 1er mars 2026, la France comptait 87 126 détenus pour 63 353 places. Le taux d'occupation des maisons d'arrêt est de 168%. 6 875 détenus dorment sur des matelas au sol. Et sur les 15 471 places de prison promises depuis 2017, 5 411 seulement ont été construites. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a formulé l'objectif avec une franchise inhabituelle. Et je cite, « Il faut faire baisser le nombre de temps qu'il passe en prison ». Ce que ces éléments semblent indiquer, c'est une réforme construite davantage sur la gestion du flux carcéral que sur une refonte pénale de fond, ce qui est une lecture possible, sans être définitive. Le texte sera examiné à l'Assemblée nationale avant l'été 2026. Le second dossier législatif français de la semaine est plus court, mais son signal politique mérite d'être noté. L'Assemblée nationale, le mardi 14 avril, puis le Sénat, le mercredi 15, ont voté la suppression des zones à faible émission, dans le cadre du projet de loi de simplification de la vie économique. Les ZFE interdisaient l'accès de certaines agglomérations aux véhicules classés comme polluants selon le système Crit'Air. Cette suppression est issue d'un amendement du député Pierre Merin, et je cite, « Nous venons d'obtenir la suppression pure et simple des zones à faible émission ». Ce que ces éléments semblent indiquer, c'est un recul législatif sur un dispositif de politique environnementale urbaine, dans un contexte où la tension entre contraintes climatiques et coûts de la mobilité quotidienne traverse plusieurs pays européens simultanément. On vient de le voir en Irlande, et c'est un type de friction que d'autres analyses de la chaîne ont documenté dans plusieurs contextes nationaux différents. Une décision du Conseil constitutionnel sur la validité de la loi est attendue. C'est un point de suite à suivre. Toujours en Europe, mais sur un autre type de signal politique. Le gouvernement espagnol a lancé le mardi 14 avril un plan de régularisation concernant 500 000 personnes en situation irrégulière. Un titre de séjour espagnol permet de circuler dans l'espace Schengen pendant 3 mois.
Des contrôles aléatoires à la frontière franco-espagnole sont officiellement en place jusqu'au 30 avril. La mesure a suscité des réactions vives. La députée Marion Maréchal a déclaré, et je cite, l'Espagne prend toute l'Europe en otage. Ce que ces éléments semblent indiquer, c'est une décision espagnole qui produit immédiatement des effets de friction dans l'espace politique européen, notamment en France. Et la suite est déjà annoncée. Le gouvernement français a indiqué qu'il saisirait la Cour de justice de l'Union européenne si la mesure espagnole n'était pas encadrée par Bruxelles. Ce qu'il faudra surveiller, c'est la réponse de Bruxelles, et si cette saisine annoncée débouche sur une procédure réelle ou reste une posture politique. On passe au champ économique français, avec une opération dont les dimensions structurelles méritent d'être posées clairement. Les chiffres ici sont significatifs. Prenons-les dans l'ordre. Un accord pour le rachat de SFR a été accepté par Patrick Drahi le vendredi 17 avril. Le montant, 20 milliards d'euros. Les actifs seront répartis entre 3 acteurs. Bouygues Télécom récupère 42%, Iliad en prend 31% et Orange 27%. Une précédente offre de 17 milliards d'euros avait été refusée en octobre. Ce que ces éléments semblent indiquer, c'est une recomposition du marché des télécommunications français qui ramène l'essentiel du secteur entre les mains de 3 acteurs, dans une opération dont les effets sur la concurrence et les prix pour les consommateurs restent à évaluer. L'opération sera examinée par le ministère de l'Économie concernant la concentration du marché. C'est précisément l'enjeu central à suivre dans les prochaines semaines. Et enfin, un verdict judiciaire qui a peu circulé, mais qui pose une question de fond sur la responsabilité des entreprises en situation de conflit. Le lundi 13 avril, le tribunal a condamné l'ancien PDG de Lafarge, Bruno Lafont, à 6 ans de prison avec incarcération immédiate. L'entreprise a été reconnue coupable de financement du terrorisme en Syrie pour le versement de 5,6 millions d'euros à des groupes armés entre 2013 et 2014. Le groupe est condamné à une amende de 30 millions d'euros et à 457 millions d'euros d'amende douanière. 7 autres anciens dirigeants ont reçu des peines allant de 18 mois à 7 ans d'emprisonnement. Ce que ces éléments semblent indiquer, c'est un précédent judiciaire notable. Une entreprise reconnue coupable de financement du terrorisme, avec une condamnation qui touche directement ses dirigeants au plus haut niveau. La suite est déjà engagée. L'entreprise a annoncé son intention de faire appel et le parquet a indiqué qu'il ne s'opposerait pas à une libération sous caution de Bruno Lafont dans l'attente de cette procédure. Ce qu'il faudra surveiller, c'est la façon dont ce verdict sera reçu dans les enceintes où se discutent les standards de responsabilité des entreprises opérant en zone de conflit. La procédure d'appel dira aussi quelque chose sur la solidité juridique du précédent posé cette semaine. On a posé en ouverture une question simple. Ce qui tient et ce qui commence à se défaire. Après 10 séquences, la réponse n'est pas simple. Ce que la semaine révèle, c'est moins une crise unique identifiable qu'une simultanéité de points de friction dans des systèmes différents. Un blocus qui teste la crédibilité de 2 puissances, sans que ni l'une ni l'autre ne puisse encore se permettre de céder. Un résultat électoral qui déplace un équilibre européen construit depuis 16 ans, mais dont les effets réels restent conditionnels à des décisions qui n'ont pas encore été prises. Des décisions législatives en France et en Espagne qui gèrent des tensions accumulées sans les résoudre, en déplaçant l'échéance plutôt qu'en traitant la cause. Et un verdict judiciaire qui pose un précédent, mais dont la portée réelle dépend d'une procédure d'appel encore à venir. Ce qui tient pour l'instant, c'est la forme, les institutions, les procédures, les formats de négociation. Ce qui commence à se défaire, c'est moins visible. C'est la confiance dans la capacité de ces formes à produire des résolutions réelles. C'est précisément le type de signal que cette revue hebdomadaire cherche à suivre dans la durée. Poser des repères d'une semaine à l'autre, pour que la déformation progressive soit lisible avant d'être irréversible. La question qui reste en suspension après cette semaine n'est pas celle du Détroit, ni celle de Budapest.
C'est une question plus lente. Quand les formes tiennent, n'est que la confiance s'érode. À quel moment le décalage devient-il visible? Et est-ce qu'on le voit venir?